Merci de vous être connectés, d'avoir rejoint cette conférence sur le recrutement et après la crise. C'est une petite conférence qui est organisée avec Morgan Phillips qui va nous expliciter les résultats d'une étude qu'ils ont faite récemment et une commission mixte employabilité et commission management pour le cercle Montesquieu. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le cercle Montesquieu, c'est le cercle des directeurs juridiques et représentant les directeurs juridiques en France, environ 450 membres à parité hommes-femmes. Et on y tient. Et voilà, je vais laisser après la parole à Charles, je pense. Merci beaucoup, Marie. Nous sommes très heureux de co-organiser avec vous cet événement, effectivement, qui est parti d'une étude de rémunération qu'on a réalisée il y a quelques semaines maintenant. Et effectivement, l'idée, c'était de parler de l'état du marché et d'évoquer un certain nombre de sujets d'actualité sur le marché des professions juridiques, des juridictions juridiques. Merci beaucoup, en particulier donc, à vous, Marie, mais aussi Maëlys, Brigitte, Reynalda et Sylvestre et bien d'autres. Et donc, à la commission à la fois employabilité et management. Je voulais remercier aussi, j'en profite dès maintenant, pour remercier nos intervenants. Donc, Marie, cette fois-ci, deuxième remerciement, mais sous l'angle de votre expertise en management de transition, puisque c'est un item qu'on souhaiterait vraiment évoquer, important au sein des directions juridiques. Justine, que beaucoup d'entre vous connaissent également, à la direction juridique de Doctolib. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir l'éclairage sur ce qu'est être directeur juridique dans une société qui n'est plus une start-up, scale-up, mais voilà, à succès, mais dans une logique d'entrepreneurial, un peu plus entrepreneurial. Et Grégory, là pour le coup, la grande entreprise, puisqu'il est à la direction du talent de Valorec et va nous expliquer aujourd'hui un certain nombre de sujets qui nous est cher. Je reviens sur Morgan Phillips. Très rapidement, donc le groupe a aujourd'hui 8 ans, était au départ une réunion de chasseurs de tête et a bien grandi depuis. 405 collaborateurs aujourd'hui sur les 4 continents. Donc, on accompagne, nous, nos clients, avant tout sur la chasse de tête, donc sur les 4 géographies, sur les 4 continents, mais également sur d'autres activités, puisqu'on a une équipe de talent consulting et une équipe d'outplacement pour la transition des cadres. Sur le juridique en particulier, quand je dis le juridique, c'est une acception assez large, puisque évidemment, nous traitons des recrutements de compliance, de risque, de fiscalité, de data protection, etc. Nous sommes 15 personnes spécialisées donc, en Europe. Quand je dis en Europe, on a quand même quelques territoires clés, comme les UK, l'Espagne, le Benelux, la Suisse, l'Italie, la France, où nous sommes très sollicités sur ces aspects-là. Et s'agissant de la France, à Neuilly, nous sommes 5 consultants spécialisés sur les 3 métiers. Donc, à la fois la marque Fight, qui est dirigée par Marilyn et qui s'occupe du recrutement junior et middle, la partie exécutive, la partie transition, pardonnez-moi, avec l'interim management piloté par Xavier, et moi-même qui dirige la partie executive search. Voilà. Je précise qu'on est tous ou presque juristes de formation. Marilyn et moi, notamment, nous sommes avocats issus du barreau de Versailles. Et voilà, c'est important, évidemment, dans le contexte de ces recrutements spécialisés. Donc, merci à vous. Et puis, je vais laisser Marilyn nous détailler le contenu de l'événement de ce matin. Merci Charles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Marilyn Zemé, donc manager au sein du cabinet Fight, la marque middle du groupe Morgan Phillips. Je recrute avec Charles donc des juristes plutôt junior, middle, alors que Charles intervient sur la partie plus executive search. Alors avant de commencer, on avait quelques chiffres clés plutôt optimistes qu'on avait pu dégager de notre étude de rémunération, des chiffres très positifs pour l'emploi pour 2021. 247 000 recrutements de cadres prévus pour 2021, soit 8% de plus par rapport à 2020, et 3 secteurs d'activité moteurs de l'emploi cadre, parmi lesquels le juridique, conseil, plus 14%, l'informatique, plus 16%, l'ingénierie, R&D, 13%. Et enfin, 3 régions très dynamiques pour l'emploi cadre, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, plus 10%,
et l'Auvergne-Rhône-Alpes, plus 11%. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, on a décidé de mettre en parallèle, de faire 2 thèmes, à savoir 2020, ce qu'on a pu constater en termes de rémunération et de marché, et 2021, nos premiers ressentis, le marché et l'évolution possible à prévoir pour le recrutement et les rémunérations. Alors, on va commencer tout de suite par 2020, le marché, les rémunérations. Malheureusement, durant cette année assez compliquée, la crise sanitaire, les profils qui ont été recherchés en 2020, on a quand même eu quelques mandats et on souhaitait donc faire un focus là-dessus, sur le plan des soft skills, les juristes et les directeurs juridiques recherchés, et sur le plan aussi des compétences techniques. Charles, je te laisse parler des soft skills. Oui, un premier sujet, on en parle souvent, les soft skills, désolé pour les anglicismes. On pourrait en parler très longtemps. Je voulais mettre l'accent sur 2 aspects qui sont plus que jamais d'actualité et que nous trouvons avec Marilyn et Xavier ont été plus que mis en avant ces derniers temps dans le cadre de notre recrutement. Donc, c'est quelque chose de très empirique et qui est vraiment issu de notre quotidien. Le premier sujet, c'est la capacité d'adaptation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un recrutement qui est lancé sans qu'on parle avant tout de cette qualité-là. Il y a forcément aussi une expérience qui a été, une leçon qui a été retenue de la pleine période du Covid, avec des gros changements, que ce soit dans l'organisation du travail ou dans le contenu même et la façon de travailler. Donc, je ne vais pas rentrer, c'est des évidences, hein, mais que ce soit sur la mise en place du télétravail, que ce soit sur les changements à la marge et parfois plus qu'à la marge du contenu même du quotidien des juristes qui ont dû parfois faire d'autres sujets, des directeurs juridiques qui ont eu d'autres priorités également. Tout ça, parfois, à cela s'ajoute le chômage partiel qui a fait que, et d'un côté, il y avait parfois plus de travail, plus d'intensité et moins de temps de travail. Donc, vraiment, les équipes et les personnes qui ont moins cette capacité, effectivement, ont un peu révélé leur nature, si j'ose dire, et donc il en reste toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, la priorité, c'est aussi de se dire, si jamais on a soit une crise, soit des évolutions, soit des changements dans les équipes, qu'est-ce que devient vos talents qu'on va recruter? Donc aujourd'hui, il y a vraiment un focus là-dessus dans le cadre de nos briefs avec nos clients. Donc ça, c'est un point important. Alors, ce n'est pas évident à tester, hein, c'est pour ça qu'on est très humble par rapport à ça, puisque le recrutement, ce n'est pas une science exacte. Nous, on essaye de prendre des recommandations en amont. On a, je vous le disais, un département Talent Consulting avec un outil qu'on a mis en place maison, qui est le test Agility, qui nous permet quand même de déceler un certain nombre de choses. Et puis, en aval, les prises de référence, les contrôles de référence qu'on axe sur ce plan-là bien souvent. Donc, premier thème, vraiment l'adaptabilité. Le deuxième thème, c'est effectivement le côté business partner. Désolé pour le français encore. Là, effectivement, c'est plus que d'actualité. On parle de business partner au sens large, enfin, pour les juristes au sens large. Pour les directions juridiques, on va même jusqu'à parler de partenaires stratégiques. Hein, et je sais que le Cercle Montesquieu est très attaché et à ce terme et surtout au fond du sujet. J'ai même quelques clients qui me disaient, compte tenu de notre activité, de notre business, on parle même de business maker, puisque le juridique, les contraintes et les réglementations faisaient adapter même le business. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à ce qu'on appelait autrefois des fonctions support. Voilà. Donc, être business partner, vaste sujet, comme dirait l'autre. Mais l'idée, c'est effectivement de toujours tester et essayer d'assesser les candidats, voir s'ils sont intéressés par le business, savoir s'ils ont les capacités de bien communiquer avec les gens, avec leurs clients internes. Je sais que le terme n'est pas toujours apprécié par les directions juridiques, mais l'idée est là. Avoir effectivement des gens qui savent répondre à une problématique au-delà du oui, du non, mais trouver des solutions, toujours en restant dans les limites des prescriptions légales. Voilà, être inventif. Et ça, c'est vraiment clé. Aujourd'hui, de la même manière, dans notre quotidien avec Marilyn et Xavier, quand on nous sollicite sur des recrutements, on parle évidemment technique, mais j'allais dire que c'est un sujet qui est très rapidement clos, mais surtout de ce sujet-là, être business partner et les décisions finales des shortlists qu'on peut présenter, c'est souvent sur ces qualités-là et en particulier sur le fait d'être business partner ou non.
l'implication sur les process, c'est que de plus en plus, notamment dans les structures très entrepreneuriales, les équipes commerciales, les équipes business sont très sollicitées pour rencontrer in fine les candidats finaux. Voilà, donc il y a vraiment une idée de se dire il faut absolument que le courant passe avec les partenaires, que ce soit en France ou à l'international. On pourrait revenir aussi sur le côté adaptation, puisque ça aussi implique d'être à l'aise avec des cultures différentes. Voilà. Voilà les deux éléments clés sur lesquels je voulais revenir sur la partie soft skills. Sur la partie des compétences techniques, je vais reprendre le relais. On a eu, certes, moins de mandats en 2020, pardon, mais on a eu des mandats assez ciblés. Alors, évidemment, les nouvelles technologies, c'est un incontournable. Mais je dirais qu'au-delà des choses classiques auxquelles on peut penser, juriste contrat IT, etc., on a eu aussi beaucoup, finalement, de postes classiques, je dirais, en juridique, teintés de nouvelles technologies. Je pense notamment à l'assurance, où, voilà, pour les sinistres, les juristes qui s'occupent de toutes ces problématiques-là, aujourd'hui, ont besoin d'avoir aussi des compétences en termes de cybersécurité. C'est beaucoup demandé, c'est beaucoup revenu. Je pense notamment au domaine de la santé, l'industrie pharma. On a des juristes contrats, pareil, qui, s'ils ont pu travailler en biotech ou s'ils ont des connaissances en santé connectée, c'est clairement un plus. Voilà, des domaines où on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des nouvelles technologies, mais finalement, où les mandats qu'on a eus nous ont prouvé le contraire. À côté de ça, évidemment, des secteurs d'activité dans les nouvelles technologies qui ont énormément recruté. On a eu beaucoup de mandats pour des ESN, des data centers, des éditeurs de logiciels. Et là, voilà, comme le dit Charles, hein, le business partner est hyper important. Donc, sur ces sujets-là, pour bien connaître le produit, l'activité, il faut avoir des notions en nouvelles technologies pour être business partner, pour bien intégrer la structure. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. On a eu également des mandats en compliance, quelques-uns, et puis aussi, puisqu'on a recruté pour des startups, on a eu aussi des postes très généralistes. Là où il y a quelques années, on était vraiment sur des thèmes contrat ou corporate ou assurance ou immobilier. Aujourd'hui, on a de plus en plus de profils qui sont recherchés, alors plutôt côté middle pour moi, mais de profils polyvalents qui sachent faire et du contrat et du corporate, des choses qu'on voit de plus en plus, et notamment parce qu'on recrute de plus en plus pour des startups, scale-up, etc., avec de l'agilité et de la polyvalence. Voilà donc sur les compétences techniques. On va passer aux secteurs qui ont recruté en 2020. Charles et moi, on est assez d'accord, Xavier aussi, sur les secteurs qui ont recruté. On a pu faire quelques grandes tendances. Charles, je te laisse nous les indiquer. Oui, alors nous, on a effectivement, alors ça part encore une fois, c'est très empirique, mais pour connaître nos petits camarades dans le métier et puis pour parler au quotidien également avec les talents qui sont sollicités, on a vraiment trois axes clés en termes de secteur d'activité. Sans surprise, donc effectivement le domaine de la santé avec toutes ses réalités, que ce soit dans des univers biotech, les gros labos, la grosse pharma, qui a été effectivement très consommatrice de talents, si j'ose dire. Le deuxième pan, c'est le luxe. Effectivement, les grands groupes de luxe ont eu quand même un arrêt en 2020. Excusez-moi, je pense que quelqu'un a son micro ouvert. Cette personne est dans le métro, ouais. Voilà. C'est Lila. Voilà. Bon, bah, écoutez, Châtelet, 2 minutes. Donc, je parlais des groupes de luxe qui ont connu effectivement des hiring freeze pendant quelques mois, mais quand même, le fait est que l'Asie a très rapidement repris une activité très forte, et donc sur ces grands groupes de luxe, comme des maisons plus indépendantes dans le luxe et dans le luxe pour rester large, ça a repris très fortement. Voilà, donc nous, on a été très sollicités de la même manière. Et le troisième point, effectivement, on en revient toujours, mais l'univers des nouvelles technologies, que ce soit les startups, que ce soit les grandes ESN qu'on connaît, que ce soit des grandes sociétés, j'allais dire, qui avaient déjà une forte empreinte technique, technologique, mais de plus en plus qui deviennent des entreprises quasiment IT, j'allais dire. Là, c'est notre quotidien, et a fortiori,
On parle de 2020, mais depuis 2-3 mois, ça repart très fort. J'en profite pour préciser une petite chose un peu maison. Nous, on est tellement sollicités sur ce dernier secteur d'activité qu'on a mis en place un dispositif qui sera effectif le mois prochain avec une équipe dédiée pour pouvoir réellement avoir un pool des meilleurs talents du marché qu'on pourra proposer à nos clients, puisque un peu comme on recrute dans les cabinets d'avocats, où la logique, c'est plus une logique d'agent, c'est connaître les meilleurs talents, qui vous soyez le premier chasseur à être contacté au moment où ils commencent à regarder le marché et pouvoir en faire bénéficier vos clients. Mais aujourd'hui, on a un tel besoin de candidats, de talents, et qui a un tel besoin général d'urgence qu'on a décidé de lancer cette practice. Voilà, je referme la parenthèse, mais pour vous dire à quel point ce secteur et ces métiers aujourd'hui sont vraiment sur une pente ascendante. Voilà. Très bonne transition pour effectivement laisser la parole à Justine. Merci encore, Justine. On est très intéressé de vous entendre sur cette success story et puis sur votre histoire de direction juridique où vous avez, je crois, jusqu'à une vingtaine de personnes aujourd'hui et tous les jours amènent de l'actualité, a fortiori Doctolib qui a fait beaucoup parler de lui cette année. Donc, je vous laisse la parole, Justine, et encore merci de parler de tout ça. Merci. Je présente Doctolib dans les grandes lignes très rapidement. Je pense qu'effectivement, vous avez tous pris rendez-vous à un moment ou à un autre de votre histoire de santé sur le site. Mais c'est vrai que Doctolib, on ne se rend pas forcément encore bien compte. C'est bientôt 2000 personnes présentes en France principalement, en Allemagne qui est notre deuxième marché, et on vient d'ouvrir l'Italie, donc sur 3 pays. C'est une histoire qui a été lancée il y a presque 8 ans maintenant par 3 fondateurs, dont Stanislas Neufchâteau qui est toujours président aujourd'hui. Et moi, je suis arrivée à peu près au milieu de cette histoire. Je suis arrivée il y a un peu plus de 4 ans. Et j'étais la première juriste de Doctolib. Donc, c'est souvent comme ça hein, dans les startups. Il y a un premier juriste et qui fait toute la croissance et qui se retrouve après directeur juridique. Pour ma part, ça a été un petit peu rapide puisque effectivement, en 4 ans, je suis passée de 1 mois toute seule à presque maintenant 20 juristes. Et donc présent principalement en France, en Allemagne, et on a une Italienne qui arrive la semaine prochaine, donc qui ouvre le bureau italien. Alors, voilà, moi je suis arrivée, hein, il y avait 300 personnes chez Doctolib. C'était vraiment, vraiment très peu. Il y avait 15 000 praticiens. Aujourd'hui, il y a plus de 150 000 clients. Et comment on accompagne cette croissance, c'est assez naturel. C'est beaucoup d'envie, je pense. Beaucoup de mindset entrepreneur, vouloir vraiment créer quelque chose. Et puis, en fait, ne faire aucun compromis sur le recrutement des talents, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche, c'est des talents. Des talents qui, en fait, c'est assez marrant, n'ont pour la totalité d'entre eux jamais exercé le poste pour lequel je les ai recrutés. Donc, c'est vraiment ça hein, que Charles présentait, c'est comment, lors d'un entretien, on va déceler le potentiel d'un candidat et son adaptabilité à l'environnement, parce que je pense que chaque société est radicalement différente et chaque département juridique l'est aussi. Donc, il faut vraiment trouver l'adaptabilité, l'agilité du candidat et son potentiel. Et j'ai un petit credo, hein, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'on peut voir des candidats qui, sur le papier, sont super, mais il y a quelque chose pendant l'entretien qui ne passe pas. Et en fait, c'est juste qu'il n'est pas adapté à cette société, à Doctolib en l'occurrence. Et donc là-dessus, je n'hésite pas à passer mon tour. Je pense que le candidat aura une vie très heureuse ailleurs et ça ne préjuge pas du tout de ce qu'il pourra faire ailleurs, mais juste pas dans l'équipe juridique de Doctolib. Et en fait, tout ça, moi, je m'en suis un petit peu rendu compte sur la longueur. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai été recrutée première juriste, je n'avais pas de rôle de management. Peu à peu, j'ai acquis cette position de management, mais à un moment donné,
j'ai eu ce besoin de passer du rôle de manager au rôle de leader. Parce que c'est vrai que quand on a une équipe de 20 personnes, à un moment, on ne fait plus trop de management. On essaye vraiment de montrer la voie plutôt et de positionner une équipe dans un organigramme. Et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai eu besoin d'un coach, tout bêtement. Et donc, j'ai pris quelqu'un qui avait eu une expérience un peu similaire à la mienne, mais dans une industrie américaine, puisque je pense que finalement, les sociétés américaines ont vraiment beaucoup de choses à nous apporter, nous, en Europe, sur les techniques de management et de positionnement du directeur juridique en particulier. Je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Et je n'ai pas hésité à le faire parce que c'était fait en toute bienveillance, c'était fait en accord avec la société. Et puis en fait, je n'ai pas eu besoin de beaucoup de sessions. C'était vraiment juste quelques petites sessions qui m'ont déchargé de ce que j'arrivais plus à craquer moi-même sur les hard skills du directeur juridique, par exemple la relation avec les cabinets d'avocats. On connaît tout ça, c'est très painful. Et donc, il m'a donné quelques petits tips comme ça pour me décharger de ce qui me retenait vraiment d'avancer. Et après, on a fait quelques petites sessions sur mon positionnement. On a travaillé, par exemple, une intervention que j'ai pu faire au comité exécutif. Et en fait, ça a été juste révélateur parce que je me suis dit, bon, en fait, j'en suis complètement capable. Maintenant, j'ai compris où il fallait que j'aille. Et ça a été parfait. Donc ça, c'était vraiment le petit déclencheur qui m'a fait passer de moi toute seule / manager à moi directrice juridique de Doctolib, qui est effectivement une super belle success story. Voilà, je pourrais encore parler de plein de choses, mais je vais peut-être aussi passer la parole à un autre intervenant. Justine, ouais. Merci pour ces quelques lignes. On vous retrouvera dans un deuxième temps sur l'enjeu de la rétention des talents, puisque c'est quelque chose qui est central, ce que vous venez de nous dire dans votre constitution d'équipe, rechercher les meilleurs talents. On va donc commencer à parler de 2021, des tendances des recrutements et des rémunérations. Avant de parler de la rétention des talents, on voulait vous faire un bilan déjà du premier semestre et ce qu'on a pu ressentir, moi sur le marché des candidats middle, Charles sur le marché des directeurs juridiques. Alors, je vais commencer sur le marché des middle. Je pense que les directeurs juridiques et les directrices juridiques seront d'accord avec moi. On a un début d'année 2021 assez frileux sur le marché des candidats juristes. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de mandats qui sont intervenus au fur et à mesure des mois. Ça, c'est très bien parce que c'est très dynamique et ça présage de très belles choses. Mais on a des candidats juristes un petit peu frileux. Alors, avec le recul, on a peut-être quelques explications. La première, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé des mandats en 2020, avant mars 2020, qui ont commencé des process qui se sont arrêtés assez subitement. Et donc, on a des juristes qui ont encore un petit peu ça en tête, qui sont encore un peu hésitants et attentifs, qui ont besoin de se rassurer par rapport à une conjoncture positive sur les prochains mois. On a aussi eu énormément de mandats là, depuis le printemps, beaucoup de choses, donc beaucoup de postes et de facto, les candidats sont sursollicités, ce qui fait que voilà, on est un petit peu sur un marché plutôt de postes que de candidats. Donc, c'est vrai que les premiers mois, assez frileux. Maintenant, on voit de plus en plus de candidats quand même qui n'hésitent pas à se lancer dans des process. Je pense que ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure des mois. Mais c'est vrai que voilà, les premiers mois ont été sur un marché plutôt attentif. Sur la partie marché directeur juridique, directrice juridique, je te laisse faire ton retour, Charles. Oui, alors effectivement, nous, on connaît aujourd'hui une croissance assez importante des mandats depuis 2-3 mois
au niveau des directions juridiques, il y a eu des grands moves qu'on connaît tous en 2020, mais c'était quand même assez calme. Après, bon, c'est évident que nombreux directeurs juridiques ont voulu être plus que loyal avec les directions, et il y avait aussi ce réflexe-là de se mettre un peu en stand-by ses envies d'ailleurs. Donc ça, on l'a vraiment ressenti en 2020. Donc autant d'un côté, il y avait un marché de personnes qui étaient un petit peu bloquées à retrouver un job, pour être très clair, et puis en même temps, effectivement, assez peu de mobilité. Là, aujourd'hui, effectivement, on sent qu'il y a un desserrement total pour plusieurs raisons. Premièrement, justement, ça a été une année quand même hyper compliquée pour les directeurs juridiques. Cette loyauté, j'insiste encore, qui a été là, le fait de travailler énormément, soutenir les équipes, voilà, à la fois être au four et au moulin et en même temps assurer plus que jamais son rôle de manager dans une situation pas facile. Et effectivement, l'envie de voir autre chose à ce stade est très claire dans le discours des directeurs juridiques que j'ai au téléphone chaque jour. Donc, il y a aujourd'hui, de ce point de vue-là, côté candidat, une envie de changer, et donc ça crée un appel d'air au niveau des directions juridiques avec de nouveaux mandats et des besoins de recruter. Il y a aussi clairement, on en parlera tout à l'heure, mais certains choix de vie qui sont en train de changer. Je pense notamment à la mobilité, la géographique, changer aussi un petit peu de façon de travailler, etc. Et donc, ça aussi, ça a desserré un certain nombre de contraintes qui étaient là. Et ça implique certains nouveaux recrutements aussi au niveau des directions juridiques. Je sais qu'on ne doit pas parler d'âge et que ça peut être un peu tabou. Je suis le premier à être très agacé quand il y a des critères d'âge qui sont fixés dans le cadre de nos briefs, et on les met de côté, évidemment. Mais en revanche, côté candidat, c'était une réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai des contacts directeurs juridiques qui me disent, voilà, aujourd'hui, j'ai fait le job, a fortiori, je suis allé plus loin que ma période où je pensais changer de job à cause du Covid. Mais je dois réfléchir à ma carrière. J'ai aujourd'hui peut-être 55, 58, voire un peu plus. J'ai envie d'avoir encore deux beaux cycles en entreprise, et du coup, je ne veux plus attendre. Et aujourd'hui, ils sont plus qu'actifs dans leur démarche auprès des chasseurs, auprès des directions générales directement. Donc là encore, moi, ce que je ressentais à travers les discours que je pouvais avoir avec mes contacts depuis le mois de septembre, se vérifie et risque d'aller croissant jusqu'au mois de septembre-octobre, c'est qu'effectivement, il y aura certains moves qui ne sont pas forcément prévus. Et je parle de mercato, c'est peut-être un terme fort, mais je pense qu'il peut y avoir des changements assez importants, et du coup, aussi des opportunités pour les gens qui souhaitent changer de job. Voilà, donc ça implique aussi, nous, pour la petite histoire, forcément de préparer ça avec nos clients, notamment les très grands groupes, mais aussi les univers plus start-up, scale-up, qui là, pour le coup, parfois, ont uniquement un directeur juridique qui a été au four et au moulin, et donc, effectivement, où un départ subi, un départ rapide, etc., pourrait être très problématique. Alors, heureusement, il y a des gens comme Xavier et le management de transition, on va en parler, mais on est obligé de préparer, et donc nous, notamment des DRH, nous sollicitent pour commencer à préparer la chose, puisque là, des recrutements, on peut avoir des études de rémunération ad hoc, on peut avoir aussi la préparation de mapping de la concurrence, etc. Donc, c'est des choses qu'on ressent très fortement, et voilà, il suffit de voir notre actualité. On publie assez peu d'annonces, mais le peu qu'on en fait, je pense que vous le voyez, on a quand même beaucoup plus de postes de Head of Legal, Chief of Legal, directeur juridique, General Counsel, bref, tous les termes pour parler des directions juridiques. Juste une petite question, Charles, on ne l'a pas évoqué. Il se disait jusqu'à maintenant généralement que le recrutement des directeurs juridiques, c'était surtout par bouche à oreille et chasse de tête. J'ai vu qu'effectivement, vous publiez des annonces. Il y a une modification à ce niveau-là? Vous avez plus de mal à chasser ou pourquoi des annonces? On entend dire, je ne sais pas si vous partagez, que généralement, on ne recrute plus par annonce. Oui, alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question que j'évoque souvent avec mes clients. Il y a plusieurs choses. Premièrement, ça, c'est la première réponse, mais c'est une exception. Vous savez qu'on a des off-limits, donc nous, on ne peut pas aller chasser chez nos clients.
Donc, ça, c'est un premier enjeu et on y tient très formement. Avec Morgan Phillips, Marilyn et Xavier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a une vision très, très précise de ce sujet-là. On travaille sur le long terme et donc, évidemment, par loyauté, par respect des engagements contractuels et j'allais dire plus que ça, par loyauté, vraiment, on ne va pas chercher chez nos clients. Il peut arriver en revanche que des gens sont quasiment un pied dehors. Et vous savez que la loi, vous le savez mieux que moi, interdit de faire de la discrimination chez des gens qui nous contacteraient directement. Donc ça, c'est un sujet. Il peut y avoir des sujets d'off-limit pour être très transparent. Deuxièmement, nous, un de nos gros sujets pour aller chasser les meilleurs talents, c'est faire de la recommandation. Cette recommandation passe avant tout par notre réseau, par nos amis du cercle parfois, par effectivement certains candidats qui ne sont pas intéressés, mais qui ont la gentillesse de collaborer avec nous, puisqu'on les connaît, nous font confiance, savent qu'on respecte la confidentialité et nous recommandent certains talents. Mais ça passe aussi par ces annonces-là, en fait. Souvent, l'idée, c'est de se dire, ça peut faire un peu le buzz, et ça peut nous ramener quelques candidats. Alors oui, sur le volume, ce n'est pas énorme, mais j'ai connu des exemples où, effectivement, sur une shortlist de 4-5 personnes, la personne qu'on n'aurait jamais pensé, auquel on n'a jamais pensé qu'elle puisse répondre à une annonce, le fait. Après, c'est pour ça qu'on tient à ces valeurs-là, on tient à notre réputation, parce qu'on peut être étonné qu'une personne n'envoie pas son CV à certaines structures, mais l'envoie à d'autres, justement parce qu'il y a un respect de la confidentialité et sans faire trop de clichés. Je pense que le monde juridique est plus qu'attaché, c'est dans l'ADN, à la confidentialité. On sait très bien que briser cette confidentialité peut créer sinon des drames, mais vraiment des difficultés professionnelles à certains talents. Donc, nous, on n'a pas de tabou par rapport à ça. Alors, je sais, peut-être qu'en termes d'image, peut-être qu'en termes de marketing et peut-être en termes d'habitude, mais bon, nous, chez Morgan Phillips, on aime bien briser les habitudes. Voilà. Donc, moi, je n'ai aucun tabou. Alors, c'est un quart, statistiquement, à peine des recrutements, a fortiori au niveau des directions juridiques. Mais encore une fois, moi, je suis très pragmatique. L'important, c'est que ça puisse donner des résultats. Je précise que, et ça, c'est un élément aussi du marché, aujourd'hui, ce que veulent les clients de plus en plus, et ce qui est quand même différent de plus et qui va de plus en plus fort, c'est non seulement de la qualité, d'aller chercher des talents sortis de nulle part et qui, effectivement, peuvent parfois venir de l'international, etc., mais d'une manière très raccourcie. Alors, nous, on a des points hebdo avec nos clients, c'est de toute façon notre modus operandi. Mais je ne vous cache pas, désolé pour mes cernes, mais vous voyez, nos clients nous lancent un vendredi. Moi, j'ai des nouvelles souvent déjà la semaine d'après, ce qui peut paraître contradictoire avec une chasse de tête de direction juridique où certains cabinets ou certaines habitudes étaient plutôt d'avoir une shortlist quelques semaines, voire quelques mois après. Il y a encore quelques années, vous l'avez connu, cet état de fait. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, moi, je n'ai aucun tabou, et sauf cas de force majeure, je pense qu'il faut publier. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas pareil de publier cabinet de chasse et publier en corporate, puisque les candidats qui sont a fortiori pas en recherche active ne vont pas s'amuser à aller voir tous les sites Internet. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Et effectivement, nous, les groupes du CAC 40 nous disent, je ne comprends pas, on a une super marque, mais on a zéro retour à annonce. Et là, je les déculpabilise très rapidement, et ce n'est pas un problème d'attractivité de la marque, c'est juste que pragmatiquement, effectivement, c'est impossible d'attirer ces talents-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci Charles. Du coup, j'ai coupé l'élan. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Donc non, pour revenir au directeur juridique, effectivement, donc le marché reprend assez fort et surtout, oui, ce que je voulais vous dire, c'est sur tous les niveaux de taille d'entreprise. Voilà. Évidemment, sur les niveaux entrepreneuriat, vous voyez publier pas mal de choses chez nous parce qu'on est assez proche du milieu de la tech, d'environnement start-up, de par les associations auxquelles on appartient, et puis on fait un certain nombre de choses, mais aussi les grands groupes, là, aujourd'hui, qui nous sollicitent sur les niveaux. Alors, moi, j'interviens au niveau des directions juridiques, ça implique des responsables juridiques, avec ou sans équipe, et puis aussi, voilà, sur des directions
juridiques, mais pas que. Je ne sais pas si, il faut les mettre dedans, mais vous voyez ce que je veux dire, data privacy, compliance, etc. Là, ça reprend fort aussi de ce point de vue-là. Voilà le petit topo sur la partie direction juridique. Je vais lancer. Grégory, vous m'entendez? Ouais. Oui, je vous entends, ouais. Je vous écoute. Bon. Alors, on va parler après. Marilyn, tu vas m'aider. On fait ça dans quel ordre? On va parler du sujet majeur qui nous tient à cœur, à savoir l'enjeu de la rétention des talents. Alors, de la rétention, mais aussi de plein de choses qui en découlent. Et là, Grégory et Justine ont plein d'inputs à nous donner sur des choses finalement similaires, mais aussi différentes par rapport à votre environnement de travail. Grégory, on ne vous a pas encore entendu. On va peut-être vous laisser commencer sur ce sujet. On avait quelques pistes de réflexion, notamment sur l'organisation du travail, les valeurs, le sens. Vous avez certainement plein de belles choses à nous dire là-dessus. Justine, voilà, vous allez également intervenir sur cet item. N'hésitez pas à interagir aussi. Nous aussi, on posera des questions sur ce sujet qui est passionnant. Et Grégory, je vous laisse commencer. Très bien, merci Marilyn. Effectivement, l'enjeu de la rétention des talents, il est réel et il s'impose à nous. Il est bien évident qu'en ce moment, on sent que nos collaborateurs et aussi dans les DJ d'ailleurs, les collaborateurs ont des envies d'ailleurs, mais il y a toujours cette frilosité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les entretiens de carrière avec nos collaborateurs, ils nous disent ouais, on a envie de partir, mais finalement, on ne part pas parce que c'est prendre un risque et qu'en ce moment, ce n'est pas la bonne période pour prendre un risque. Donc, nous, notre enjeu en termes de talent management, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs, les juristes, ne rencontrent jamais Charles et Marilyn, même s'ils sont fort sympathiques. Moi, mon enjeu, c'est qu'ils ne vous connaissent jamais, ou en tout cas le plus tard possible. Pour autant, il y a quelques écueils à éviter ou en tout cas quelques points à garder très clairement en tête. Et le premier, c'est que le Covid a été une opportunité formidable pour consolider un certain nombre de pratiques émergentes. Naturellement, il y a eu son lot de crise avec le Covid, mais ça a été une opportunité pour consolider des pratiques émergentes comme le télétravail, comme notre façon de faire du learning, de faire de la formation, et puis aussi de la façon de gérer le workplace et les bureaux. En matière de télétravail, puisque c'est le sujet de toute façon qui s'impose à nous, ce qui est essentiel de bien intégrer, c'est que le télétravail n'est plus optionnel. Il y a encore très récemment, je discutais avec un certain nombre de collègues de l'Excom, ils me disaient bah ouais, mais bon, le télétravail, c'est quand même quelque chose qu'on offre aux gens. Et je dis mais bien sûr que non, c'est pas quelque chose qu'on offre aux gens. C'est devenu un standard. Et ce qui est essentiel d'intégrer, c'est qu'il y a 1 ou 2 ans, le télétravail était quelque chose d'un peu anecdotique ou optionnel ou un plus en matière de rétention de talent ou de marque employeur. Désormais, c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde et que les entreprises qui ne l'ont pas intégré poussent leurs collaborateurs, poussent leurs équipes et leurs juristes vers Marilyn et Charles. Donc, le premier message, c'est ne considérez pas que le télétravail est une option. C'est une partie totalement intégrante du new normal ou du travail, du monde hybride dans lequel désormais on évolue. C'est à la fois une attente assez forte des collaborateurs. Et hier, je disais une étude, on a seulement 6% des entreprises en France qui vont basculer dans le 100% télétravail. Mais la très grande majorité des entreprises vont désormais basculer. Les grosses entreprises ou des petites entreprises, d'ailleurs, vont basculer entre 2 et 3 jours de télétravail. Donc ça, c'est un point qu'il faut intégrer. Les entreprises qui ne feront pas ça et qui ne font pas ça dès aujourd'hui, auront de vraies problématiques en matière de talent management. Donc ça, c'est le premier point. Pour autant, le point à garder en tête, c'est que le télétravail est aussi quelque chose qui peut fragiliser très fortement la culture d'entreprise et la rétention en matière de gestion de talent. Donc, il faut bien veiller aussi à ce que les collaborateurs se retrouvent ensemble. Et c'est le deuxième point de mon intervention, c'est je vais faire
comme Charles, je vais faire du bon français, le workplace. Vos collaborateurs, auparavant, passaient 5 jours sur 5 minimum dans leur bureau cloisonné, souvent, bureau individuel. Demain, lorsqu'ils vont revenir dans ce mode hybride, ou dès aujourd'hui, lorsqu'ils reviennent, faites en sorte qu'ils ne reviennent pas dans leur cage à lapin, c'est-à-dire dans leur bureau individuel, pour passer 8 ou 12 heures en Zoom et en Teams. Moi, mon travail en ce moment, c'est à la fois de pousser ce mode hybride, c'est-à-dire ce télétravail, aussi en repensant le workplace, c'est-à-dire que chez Vallourec, en ce moment, on va passer de 95% de bureaux individuels à demain, c'est-à-dire au mois de septembre, à 100% de bureaux en flex. Le pourquoi de tout ça, c'est pas simplement pour faire de grosses économies substantielles en matière de mètres carrés, c'est aussi parce que les collaborateurs, lorsqu'ils auront passé leurs 2 ou 3 jours chez eux à faire des Teams et des Zooms, lorsqu'ils vont revenir, lorsqu'on leur demande de revenir au bureau pendant 2 ou 3 jours, ils ont besoin de collaborer plus. Et donc, il faut désiloter, il faut faire tomber les murs et que l'environnement en termes de flex, il est hyper intéressant parce qu'il engage les collaborateurs à créer du lien, à collaborer, à désiloter et à travailler beaucoup plus d'agilité. Donc, le deuxième point, c'est le télétravail est une norme. Et deuxièmement, il faut repenser l'environnement, le workplace. Et j'ai eu beaucoup de discussions très, très passionnées et passionnantes avec mes collègues de la direction juridique en disant, OK, tu fais tomber les murs, tu nous passes tous en flex et tu abats nos bureaux individuels. Nous, on a des soucis de confidentialité et qu'il faut respecter. Et donc, avec les directions juridiques et les directions juridiques que j'ai benchmarkées dans la mise en place du Flex Office, on est capable de faire du flex en gardant de la confidentialité, c'est-à-dire en ayant des territoires préservés pour garder la confidentialité. En tout cas, en matière de rétention, ce qui est évident, c'est qu'il faut engager les collaborateurs vers la capacité à créer plus de liens entre eux lorsqu'ils sont en présentiel. Et le dernier point en matière de flexibilité, c'est d'être hyper attentif, vous managers, nous managers, sur la porosité qui est installée depuis plus d'1 an entre la vie privée et la vie pro. Et on voit émerger de plus en plus de situations où on a des risques de surengagement, c'est-à-dire des vrais risques, peut-être pas de burn-out, mais en tout cas de collaborateurs qui ne discernent plus vraiment ce qu'est la vie professionnelle de ce qu'est la vie privée, puisque ça fait 1 an qu'ils travaillent dans leur cuisine ou dans leur salon. Et donc, le rôle du manager, il est aussi d'être hyper attentif au surengagement, ou en tout cas à cette porosité. Parce que si on ne l'est pas, on les pousse vers Morgan Phillips. Donc voilà pour les contours de ce qu'on appelle le travail hybride, en tout cas le new normal. Le télétravail, c'est plus une option. Attention au surinvestissement, à la porosité entre la vie privée et la vie pro. Et puis, désiloter, décloisonnons le workplace pour pousser plus de collaboration. Grégory, excusez-moi, j'ai une remarque et une question également. Ouais. C'est que moi, je travaille plutôt avec des populations plus seniors qui déjà aussi ont ce même sujet de flexibilité, de 4/5e, d'équilibre vie privée, vie personnelle. Donc là, sur on va dire des gens qui travaillent à la mission. Est-ce que vous le constatez également sur des populations plus seniors chez vous? Je parle en CDI et même au niveau CODIR et COMEX, en fait, ce genre de question. Oui, alors, il y a quelqu'un qui parle en même temps. La question Ouais, on a vu des gens qui étaient très stables dans leur capacité à gérer leur journée, à être efficaces en 8-10 heures, complètement, j'allais dire, exploser avec le passage en full télétravail. Donc, sur des niveaux, honnêtement, sur des très bons niveaux dans l'entreprise, on a vu les gens passer dans le surinvestissement pour 2 raisons, parce qu'il y a une sursollicitation et puis aussi parce que, loin des yeux, loin du cœur, il faut démontrer qu'on est présent de 7 heures du matin virtuellement à 23 heures pour faire sauter cette image que lorsqu'on est en télétravail, on est désinvesti. Et donc, pour répondre à votre point, oui, j'ai vu, je le constate et on fait la chasse à ça, au surinvestissement, parce que le surinvestissement, c'est un très mauvais calcul en long terme. C'est-à-dire c'est courir un marathon et se lancer comme si on faisait un sprint. Et on n'arrive jamais au bout. Donc, le surinvestissement, ça peut être très sympathique pendant 2-3 mois, mais en tout cas, à la fin, on crame les équipes. Donc, oui, on a vu ça et il y a des exemples très simples. C'est l'exemplarité managériale. C'est dire, écoute, tu m'envoies des mails à 23 heures, à minuit, c'est pas possible. Voilà. Donc, il y a des points de vigilance et on a vu ça vraiment très significativement.
les premiers mois, en tout cas, des confinements. Oui. Et dans votre entreprise, vous avez mis en place des règles de bonne pratique justement sur l'envoi de mails. Il y a des entreprises qui bloquent les messageries à partir d'une certaine heure, des choses comme ça, pour finalement empêcher le surinvestissement. Quelque part, en faire un vrai message managérial aussi, c'est-à-dire parfois la direction est un peu ambiguë par rapport à ça. Oui, mais vous avez totalement raison. Alors, comme vous l'avez compris, on est une entreprise internationale et il y a des facteurs culturels très forts. Avec mes collègues allemands, il n'y a aucun problème. Mais parce qu'il y a une vraie discipline de l'efficacité. Mes collègues, quand je travaillais en Allemagne, mes collègues arrivaient à 8 heures, partaient à 18 heures. Donc, on peut considérer en France que c'est des petites journées. Sauf que ils étaient full dedicated pendant les 8-10 heures de leur activité professionnelle et ensuite décrochent. Donc, les règles étaient très implicites en Allemagne. Lorsque j'ai proposé ce type de règles à l'échelle du groupe, on est finalement resté dans le trait guideline, orientation, esprit plutôt que de mécanisme de contrôle parce que c'est pas dans la culture d'entreprise. J'estime honnêtement que c'est pas forcément un bon message passé, que je préférerais des règles beaucoup plus contraignantes avec un envoi de mail systématique qui dit bah tiens, vous venez d'envoyer un mail à 21h, vous êtes heure française. On vous rappelle que c'est pas une bonne pratique. Mais on a par contre de la vigilance managériale et pour avoir transgressé très souvent ces règles, mes chefs successifs m'ont bien souvent dit Grégory, c'est pas une bonne pratique. Donc, c'est plutôt l'exemplarité managériale plus que le mécanisme systématique qui est en place chez nous. Oui, un dernier point, Grégory. Moi, je me posais la question, est-ce que vous avez le sentiment que les gens doivent se justifier encore de ne pas répondre immédiatement en télétravail? Pour moi, j'avais l'impression que ça, c'était la V1 du télétravail et que ça changeait et qu'on ne culpabilisait pas de ne pas répondre immédiatement. Voilà. Mais vous avez le sentiment que c'est encore vrai? Oui, bien sûr. Et il y a des outils très… c'est à la fois l'outil, la culture et la façon dont on vit le travail. Il y a 3 dimensions. L'outil, lorsque vous utilisez Teams ou certains nombres d'outils, on voit si vous êtes en ligne ou pas. Et si vous êtes en ligne et que vous ne répondez pas, forcément, il y a un problème. Donc, les collaborateurs, lorsqu'ils ne sont pas à l'aise eux-mêmes dans leur façon d'exercer leur job, ils rentrent dans cet esclavagisme, ce cyber-esclavagisme en disant je suis connecté, je suis en vert, je n'ai pas répondu. Oui, mais tu as le droit de faire autre chose aussi. Tu as le droit de ne pas travailler uniquement sur ton PC. Donc, ouais, je pense que c'est encore la réalité. Mais là encore, quand on parle de bienveillance, c'est l'exemplarité managériale qui doit aussi pousser ça. Mais c'est encore le cas parce que les collaborateurs sont aussi dans l'apprentissage du travail hybride. Hein. C'est aussi ça. Donc, malheureusement, c'est le cas. Après, c'est les règles du jeu qu'on se donne au niveau des équipes qui font que les gens vivent plus ou moins bien. OK. Justine, vous voulez intervenir aussi sur cette question du télétravail où on passe à l'item suivant, à savoir le sens, les valeurs? Oui, alors très rapidement sur le télétravail, effectivement, je pense que c'est pas non plus acquis pour décomplexer aussi tout le monde. Chez Doctolib, ça a été très compliqué. Ça a été un combat qu'on a mené depuis le confinement où on a démontré que oui, on savait faire et que oui, on pouvait faire. Donc, on va y arriver avec les 3 options qui vont être laissées aux salariés entre full remote, remote partiel et présence totale au bureau et on va s'adapter. Je pense juste qu'il y a une spécificité pour les DJ. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais organiser la DJ. C'est malheureusement, on va un peu moins pouvoir choisir parce qu'il faut quand même une présence dans le siège social et forcément aussi dans les sièges de chaque filiale en continu d'un juriste senior en cas de crise, de visite d'une autorité, on doit être là. Voilà, donc je pense que c'est la seule petite limite. Moi, j'ai une question, si je peux me permettre, sur le télétravail. Est-ce que les gens commencent à intégrer le jour d'après? C'est-à-dire que là, on est sur le télétravail, il y a plein de choses qui sont positives, etc. Mais quand on lit, par exemple, les articles hier, c'était dans Figaro, où on explique que
à terme, on va se reposer des questions sur où vont être vraiment les gens et notamment dans quel pays. Est-ce que ça, c'est intégré par tout le monde quand les gens ont une réflexion sur le télétravail et notamment dans les discours qu'on a avec les gens qui sont dans nos équipes? Est-ce que je suis clair sur ma question? Ouais, moi j'ai juste sur dans quel pays en fait on a la problématique fiscale, hein, enfin qui est une réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un salarié français qui travaille à 100% depuis l'Espagne, quoi. Donc oui, alors moi je viens d'un groupe, alors celui dans lequel je suis aujourd'hui c'est pas le sujet, mais le groupe dans lequel j'étais il y a 7 ans avait déjà mis en place des entités, notamment en Inde, avec des juristes qui faisaient une partie du travail. Et il y avait quand même un développement sur ça. Et puis même localement, hein, je peux très bien, les gens qui aujourd'hui s'attendent à une certaine rémunération, et si demain on fait beaucoup plus de télétravail et que les gens vont être beaucoup plus flexibles, on ne va peut-être pas non plus rémunérer un juriste qui vit à Paris comme on va rémunérer un juriste à Dieppe. Et puis après, il y a d'autres considérations. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on va le faire. Je dis que c'est une réflexion et notamment, c'est une discussion qu'on doit avoir avec les gens chez nous qui nous posent ces questions-là. Et nous, on doit intégrer ça, cette réflexion pour les 5-10 ans à venir. Donc, je voulais juste savoir si tout le monde avait ça aussi à l'arrière de sa tête parce que c'est très transformateur. Et je ne dis pas qu'il faut faire attention, mais de toute façon, qu'on ait envie ou pas, c'est probablement une tendance. Je voulais juste savoir si les gens intégraient dans leur propre réflexion. Ouais, un commentaire, Jérôme, sur le jour d'après. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui y pensent déjà. Moi, je suis par exemple contre cette tentation du full remote parce que ça permet de gagner des mètres carrés, effectivement. Mais j'ai un principe sur c'est E égale MC2. Et E, ça peut être l'engagement ou l'espace de travail. Et MC2, c'est pourquoi est-ce que les gens viennent au travail? C'est M pour faire du management, C, c'est pour collaborer. Et le deuxième C, c'est pour sentir la culture. Et le full remote, c'est-à-dire la tentation du full remote en jour d'après, c'est un vrai gisement d'économie, mais très court terme. Et on risque de voir les équipes se dissoudre, perdre du sens. Et à la fin, on pourra avoir des vraies problématiques de rétention. Donc, le jour d'après, en full remote, et on a vu les GAFA annoncer très tôt ou PSA annoncer très tôt le full remote, et tous sont revenus d'ailleurs en marche arrière. Donc, moi, je fais attention lorsqu'on a des tendances de fond, il ne faut pas céder à l'effet de mode. Donc, le jour d'après, de toute façon, il sera autour de 2 ou 3 jours, et ça, c'est vraiment une tendance de fond. Et puis ensuite, la réflexion en termes de talent acquisition et de comp and bane, c'est de se dire que le vrai danger, c'est d'observer aujourd'hui des collaborateurs, notamment en DJ ou ailleurs, quitter Boulogne, quitter Paris, pour aller en Lozère, dans une grande maison, puis télétravailler. Ils trouvent tout le monde sous ça très bien, sauf que demain, moi, lorsque je vais les remplacer, mon juriste à 100K, je vais simplement le payer 70K parce qu'il sera basé en province. Et que en termes de talent acquisition, le fait de décloisonner finalement l'entreprise via le travail hybride, ça pose aussi des questions en matière de politique de rémunération. Et je pense effectivement qu'on ira chasser des talents en dehors du bassin d'emploi et que le bassin d'emploi, ça sera le bassin mondial désormais. Voilà. Et je pense qu'en fait, je faisais ce commentaire pour 2 raisons. Un, je pense que c'est important d'avoir ce dialogue avec nos équipes pour qu'aussi leurs attentes soient un petit peu complètes, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien exactement tous les enjeux. Parce que pas non plus, parce que je pense qu'on a eu tous le sujet. Moi, j'ai beaucoup de gens qui voulaient absolument, qu'on trouvait ça fantastique et qui voulaient pousser assez loin. Donc, il faut quand même partager avec eux qu'il y a aussi ce genre de tendance. Et en même temps, même une fois que je l'ai dit, on a beau accompagner comme on veut, c'est quand même une tendance de fond qui va apparaître. Donc, il y a les deux actions en même temps. C'est à la fois, il faut que les gens sachent exactement ce qui peut se passer, ce qui va se passer. Et deuxièmement, même si on essaie de l'accompagner, il faut se préparer à ce que ça arrive. Donc, je voudrais juste rebondir parce qu'il y a une question sur le chat d'ailleurs qui aussi a été un peu la même, qui me faisait réagir face aux propos de Grégory, que j'entends sur l'idée que l'entreprise pourrait acheter moins cher finalement des juristes en province. Néanmoins, quand même, je tiens à rappeler, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier du recrutement sous toute forme, que le marché du recrutement reste un marché de la loi de l'offre et de la demande. Donc, le juriste qui sera en Lozère, il peut aussi très bien intéresser Vallourec que Doctolib, que L'Oréal, que n'importe qui. Et donc, mécaniquement, amener une certaine inflation sur les salaires, ou du moins amener le salaire équivalent, et qu'il n'y a pas de question, je pense qu'il y a une décorrélation complète aujourd'hui entre… Pardon ? Je pense que non, il n'y aura pas une complète décorrélation parce que vous parlez de la France, mais après,
Il y a plein d'autres pays. Hein. Donc, non, mais je suis d'accord, mais là, je parlais juste sur le marché français. C'est-à-dire, il a pu être seul le marché français. Je suis d'accord, mais je sur l'idée qu'on puisse acheter moins cher quelqu'un en province qu'à Paris, là-dessus, je suis pas totalement. Voilà, si c'est le bon talent, alors ça dépend quel type si vous recrutez un junior qui sort d'école, je suis d'accord, mais à 15, 20 ans ou 10 ans d'expérience, je ne suis pas forcément sûr aujourd'hui. Avant, je suis d'accord avec vous, la compétition mondiale elle est lancée sur les talents, et ça, c'est un vrai sujet. C'est d'ailleurs aussi l'ADN même de la création de Morgan Phillips dès le début. C'était l'objet d'avoir une base de données unique mondiale et de pouvoir fournir des candidats un peu partout dans le monde. Et là, je suis d'accord avec vous que le juriste en Inde dont parlait Grégory, il va être très nettement moins cher que le juriste basé à Paris ou en Lozère, peu importe. Et que là, il y aurait une vraie compétition. Xavier, j'imagine qu'aujourd'hui, on est d'accord. Enfin, je pense qu'un juriste à Lyon et un juriste à Paris, il y aura déjà un petit peu une différence de prix parce que justement, ça reflète aussi le coût de la vie, etc. Non ? Eh ben, j'en suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que Lyon, c'est pas un très très bon exemple parce que Lyon est une. Oui, bon, l'exemple, effectivement, c'est pas un bon exemple. Mais en fait, moi, je vous dis, j'ai fait tout un tas, alors pas que sur les juridiques, de transposition de candidats de l'Île-de-France vers la province ou de la province vers l'Île-de-France. Quelqu'un qui quitte l'Île-de-France pour aller vers la province, il veut à minima autant, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la négociation de dire je vais faire moins 30%, ce n'est pas dans la logique du tout matricielle d'un candidat. Et quelqu'un qui fait le contraire aujourd'hui, je travaille par exemple avec des sociétés de type qui font SBF 120 ou plus loin, qui sont basées en province, qui font entre 2 et 5 milliards d'euros. Ils sont obligés de s'aligner sur les prix des Parisiens, d'où que vienne le candidat pour les faire venir dans le Lot, pour les faire venir en Bretagne. Donc, voilà, si c'est encore une fois, ça dépend. Si on cherche une compétence ou si on cherche une ressource, déjà, je suis d'accord avec vous, ça change les choses. Mais si on cherche une compétence, je ne pense pas que l'économie sur le salaire puisse se faire. C'est mon avis. Hein. Qu'on verra à long terme. Alors, pour rester sur le sujet de la rétention des talents et comment motiver les talents juristes dans les entreprises, on va parler des valeurs et du sens, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup hein, quand on a préparé ce webinaire. On était vraiment focus sur ce thème. Grégory, je vous laisse commencer. Pareil, Justine pourrait aussi intervenir sur ça parce que vous avez mis en place plein de belles choses aussi sur le sens. Et puis voilà, on verra aussi comment un grand groupe ou une structure comme Doctolib peut se retrouver finalement sur ces deux valeurs. Ouais, je pense qu'on va se retrouver parce que le sens, c'est le vrai carburant de l'engagement de toute façon. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, ce que je sens et quelle que soit la région du monde où on a opéré, c'est que l'enjeu du sens a été très fortement challengé les 2 dernières années, en tout cas depuis le Covid. Et lorsqu'on consolide nos exit interviews, nos entretiens de sortie et nos, en cas d'émission ou alors les entretiens de carrière, il y a 3 éléments de tendance qu'on observe sur le sens. C'est que, premièrement, il y a une perte de sens de l'activité au quotidien. C'est-à-dire que les gens disent est-ce que finalement ce surinvestissement, est-ce que je ne ferais pas mieux finalement d'essayer de bien vivre ma vie plutôt que d'essayer de la gagner. Donc les gens se questionnent sur ce qu'ils font au quotidien. Est-ce que vraiment ça a l'intérêt de bosser pour une grosse compagnie qui fait des trous dans la planète pour sortir du pétrole? Donc, ce qui est le cas de Vallourec. Donc, il y a une perte de sens sur l'activité quotidienne. Est-ce que ce que je fais, ça a du sens? Ensuite, on sent aussi que la raison d'être devient de plus en plus présente. La raison de l'entreprise devient de plus en plus présente dans la motivation pour rejoindre ou pour quitter l'entreprise. Et on voit des collaborateurs quitter Vallourec pour rejoindre des entreprises médicales, des entreprises pharmacie, ou en tout cas des entreprises qui ont une raison d'être beaucoup plus vertueuses. Et on voit hein, le renaming de Total, c'est un bon exemple. C'est aussi un élément de marque employeur à mon sens. Donc, la poussée de la quête de sens, est-ce que je suis dans une entreprise qui est alignée avec mes valeurs? On le voit de plus en plus et je pense que ça, c'est le Covid qui a créé ça, parce que le Covid nous a tous fragilisés. On est tous devenus mortels, finalement. Et on cherche tous, en tout cas les collaborateurs ont tous cherché à se questionner sur le sens de leur activité au quotidien. Et puis, troisièmement, c'est le ciment entre les collègues qui est un ciment fort pour que
les collaborateurs restent dans l'entreprise. Ce ciment, il s'est étrité puisque les cybercafés, c'est très sympa, mais ça ne crée pas beaucoup de liens. Et donc, ce ciment s'est effrité et donc, forcément, ça a poussé les collaborateurs à se poser des questions un peu métaphysiques. Donc, ouais, je pense que loin des yeux, loin du cœur et que les collaborateurs sont de plus en plus en recherche de sens. Et ce que l'on a cherché à faire, ce n'est pas uniquement observer ça et rester les mains croisées, c'est travailler sur 3 choses. Déjà, recommuniquer la vision moyen terme de l'entreprise en expliquant à chacun sa contribution, mais vraiment individuellement, en disant, bah voilà, ce qu'on veut, c'est faire ça, et toi, à titre individuel, voilà en quoi tu agis, en quoi tu participes à cette aventure. Donc, donner du champ et le ramener à la sphère individuelle. Le deuxième élément, c'est de recréer des événements de team building, de cohésion d'équipe. Il y a quelques années, le team building, c'est quelque chose de sympa lorsqu'on avait un peu d'argent pour sortir. Maintenant, c'est un vrai outil de talent management, de cohésion d'équipe. Donc, ce qu'on pousse, c'est la cohésion d'équipe, le travail en équipe. C'est le deuxième point. Et le troisième point qu'on a oublié pendant la période Covid, c'est de travailler sur la reconnaissance. Parce que lorsqu'on est juriste et qu'on travaille sur 45 000 dossiers en télétravail et qu'on est manager d'équipe de juristes, on a peut-être un peu moins le temps de donner de la reconnaissance. Et là, par exemple, je suis en train de sortir un e-learning, un certain nombre de bonnes pratiques sur ce que c'est que la reconnaissance, parce qu'on se rend compte que les collaborateurs, dans les enquêtes de satisfaction, nous disent bah, on manque de reconnaissance. Et la reconnaissance, ce n'est pas forcément de la reconnaissance via des incentives financières. C'est prendre le temps de dire à chacun qu'il a bien travaillé, donner du feedback de façon structurée. Donc voilà, c'est les 3 éléments sur lesquels on bosse beaucoup en ce moment pour redonner du sens. C'est big picture et expliquer quel est ton rôle individuel. Deuxième point, pousser la cohésion d'équipe et les éléments de team building. Et troisième point, c'est réengager les processus de reconnaissance. Voilà. Okay. Justine, vous aussi, hein, vous aviez un focus là-dessus. Vous nous aviez parlé du rôle du team building et puis de la cohésion en tant que manager hein, dans votre équipe. Exactement. C'est super que Grégory ait fait cette présentation sur les grands principes, parce qu'effectivement, moi, au sein de la DG de Doctolib, on a exactement ces enjeux-là, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, comme on est une société jeune et que le département juridique est particulièrement jeune et que en fait, l'ancienneté des juristes n'est pas très élevée, on a un taux d'attrition qui est très, très faible. Mais en fait, on met tellement de temps à recruter et on met tellement de ressources sur le recrutement qu'on veut à tout prix éviter de perdre toute notre petite perle rare. Et donc, il y a un véritable enjeu de rétention des talents, mais aussi de bien-être. Parce que on court tous un marathon et pour courir un marathon jusqu'au bout, faut être bien. Et justement, on a un outil qui avait été mis en place avant tous les confinements, mais qui nous a été super utile pendant le confinement. C'est un outil qui a été déployé dans tout Doctolib. Il s'appelle Picon, mais il y en a plein, il y a d'autres concurrents, qui est là en fait pour prendre le pouls de l'équipe. Alors, on reçoit un questionnaire tous les 15 jours, tout le monde, hein, du président aux stagiaires. Et avec une petite dizaine de questions très, très faciles. Et puis, il faut répondre sur comment on se sent, sur est-ce que j'ai une parole libre avec mon manager, est-ce que je suis à l'aise dans les bureaux, est-ce que... bon, voilà. Plein de questions comme ça, diverses et variées, qui changent tous les 15 jours. Et de manière, on peut aussi mettre des commentaires dans des zones libres. Et les managers reçoivent le résultat tous les 15 jours aussi, de manière anonyme. Alors, il faut que le manager ait un nombre suffisant de personnes pour que ce soit considéré comme anonyme. Autrement, il ne le reçoit pas. C'est comme pour Guardian Phillips, hein, gage de confidentialité, sinon ça ne marche pas. Et donc ça, c'est un véritable outil de pilotage pour chaque manager. Et moi, je m'en sers énormément. Et je m'en sers même à tel point que je partage l'information que je reçois
aux équipes pour qu'on puisse en discuter et débriefer ensemble et puis montrer que je le lis, que je m'en sers et que je mets des actions derrière aussi quand effectivement j'ai 90% des personnes qui répondent qu'elles sont surmenées. Voilà. Donc, montrer qu'on met des plans d'action. Ça rassure beaucoup. Ça sert vraiment aussi à créer ce lien dont Grégory parlait et qui est fondamental aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'effectivement, je vais vous parler d'un autre petit truc que j'ai mis en place aussi avant le confinement, mais ça, je pense que tout le monde l'a fait. C'est des séminaires, voilà, qui malheureusement étaient plus pour un petit peu des séminaires pour. Alors, certains en font pour caler des objectifs. Moi, je le fais beaucoup plus pour qu'on se recentre sur nous-mêmes. Je le fais depuis le début du département tous les 6 mois. Et normalement, c'était une journée off-site. Et là, pendant le confinement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ces séminaires-là par vidéoconf, mais impossible de faire une vidéoconf toute la journée. Donc, je l'ai séparé plusieurs sessions sur une semaine. Donc, on en a fait 3 depuis les débuts du confinement, de la crise sanitaire. Donc, 2 heures par jour pendant une semaine qui s'appelle la Legal Spirit Week. On s'est réunis derrière nos ordinateurs avec des thématiques différentes chaque jour. Mais sous la grande thématique, là, la dernière que j'ai faite au mois de juin, c'était en gros, qui sommes-nous et où allons-nous? Voilà. Gros recentrage. Et alors, chaque petite session commence par… je vous donne des exemples très pratiques, hein. Chaque petite session commence par un petit icebreaker de 10 minutes. C'est des petits jeux qui n'ont rien à voir avec le juridique, rien à voir avec la vie chez Doctolib et qui sont un petit peu ce qu'on a tous fait dans des Zooms pendant le premier confinement. Mais juste 10 minutes pour se dire, on oublie complètement ce qu'on faisait avant et on se met dans un mood complètement ensemble, bienveillant, positif. Donc, 10 minutes de icebreaker et après, on a enchaîné sur des sessions de réflexion en commun. Alors, la première session, c'était la présentation de tous les nouveaux arrivants des 6 derniers mois, mais pas présentation du style CV, plus présentation comment je me comporte au jour le jour au travail. Alors, ça peut être vraiment, je suis hyper organisée, il ne faut pas me parler avant d'avoir pris un café, etc. C'est des petites choses qui font du bien à être dites et qui rassemblent et qui nous font prendre conscience que c'est important d'écouter l'autre. La deuxième session de cette Legal Spirit Week du mois de juin, c'était les 3 heads-off. Parce que dans l'organigramme, j'ai 3 heads-off qui prennent chacun un pan du business, qui ont présenté en fait leurs engagements et leurs promesses pour faire grandir leur équipe. Aussi un moment assez intense de voir des personnes qui se livrent et qui s'engagent auprès de la N-1 et N-2. Troisième session, on a fait du legal design, donc pour un petit peu ouvrir nos chakras et planter des petites graines sur comment on va aborder nos prochaines rédactions de contrats. Mais bon, ça, c'est encore un travail à continuer, je pense, sur la longueur. Les 2 heures n'ont largement pas suffi. Quatrième session, on a fait, on a défini tous ensemble le portrait du doctolawyer. Parce que chez Doctolib, nous sommes des doctolawyers. Et là, vraiment axé sur les valeurs de ce qu'on doit représenter et qui nous aident au quotidien pour nous guider, mais aussi pour le recrutement, parce qu'on a fait tellement de recrutement et on va continuer à en faire que c'est un très, très bon guide de savoir un petit peu quel profil on recherche et quel profil va pouvoir s'adapter dans l'équipe. Et la dernière session qui était vraiment la plus importante et là où on va vraiment approfondir sur des ateliers en groupe plus restreint et chaque mois, c'est un travail de très longue haleine sur le triptyque vision, mission, valeur. Certains ont certainement déjà travaillé là-dessus. Donc, définir la vision du département juridique, ce qui est
vraiment pas facile, qui est propre à chaque société, mais c'est se demander, en fait, nous croyons que, et après, on va définir ce qu'on fait dans la mission et quelles sont les valeurs qu'on va apporter et qui vont nous aider, en fait, à accomplir cette mission. Donc, ça, hyper fondamental. Et je pense que ça rejoint complètement ce que disait Grégory sur la quête de sens et sur le travail collaboratif aussi. Voilà. Merci beaucoup, Justine. Merci Justine. On pourra encore parler des heures, hein, du sens, du management, de toutes les choses qui ont été mises en place. On va lancer un sujet qui tient beaucoup à cœur, qui nous tient beaucoup à cœur, puisque Xavier le développe chez nous, et c'est vrai qu'il y a une vraie demande aussi des directeurs juridiques et des directrices juridiques sur cette question. À savoir le développement du management de transition. Xavier, je te laisse présenter d'abord, peut-être pour ceux qui ont des questions générales, le management de transition. Ouais. Alors déjà, je voulais remercier Grégory et Justine parce que le contexte qu'ils ont décrit, en fait, finalement, en termes d'intelligence collective et autres, aussi concerne le management de transition au sens large. Donc, pour dire que ça concerne vraiment toutes les populations, quelles qu'elles soient. Le management de transition chez Morgan Phillips aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes que je pilote avec une vision assez généraliste du marché, mais où on sent que l'activité juridique est en train de prendre une partie prépondérante. On a déjà quelques personnes sur le marché qui sont spécialisées sur le recrutement de managers de transition sur le secteur du juridique, qui était quasi inexistant lors de la dernière étude sur le management de transition en 2016, qui était rangé dans les autres, donc vraiment pas pondérable, qui aujourd'hui maintenant a un item à part entière sur la dernière étude qui est parue en 2019, où on l'estime entre 3 et 5% des missions de management de transition. Alors très rapidement, le management de transition, déjà pour vous en donner une idée, il y a deux formes. Il y a des missions de management de transition de type projet, des missions on va dire de pur projet en effet, qui elles se comptent sur quelques dizaines par an. Et ensuite, vous avez tout un tas de missions dites de management relais, dont il s'agit de reprendre au pied levé des situations sous tout type de fonction, de la direction juridique aux responsables relations sociales, où on est amené à reprendre au pied levé à la suite d'un départ, d'un congé maladie, éventuellement d'un congé maternité, une fonction avec cette même notion de surdimension sur la fonction. Rapidement aussi, le contexte Covid accélère aussi probablement les recrutements de type manager de transition, pour les raisons qu'ont déjà évoquées notamment, surtout principalement Grégory, sur les changements structurels des entreprises, aussi parce que c'est un des services comme la finance, comme la RH qui a marché à plein régime pendant la crise Covid et que ça a aussi amené des réflexions sur les changements d'organisation. Plus largement parce que cette crise Covid va amener ou déjà entraîne des fusions-acquisitions et qui nécessitent des compétences particulières le temps d'eux. Et enfin, pour un sujet qui ne date pas de la crise Covid et qui continue à être accéléré, c'est tout ce qui est les sujets RGPD pour lesquels les entreprises, alors beaucoup ont réussi maintenant à se mettre très au clair vis-à-vis de la loi, mais encore beaucoup ont du mal, par manque de moyens parfois, à se mettre sur les lois de la RGPD. Donc ça, c'est pour rapidement la présentation. Comme on parle également de la rémunération, ce qui est intéressant, c'est de parler de la façon dont se rémunère un manager de transition. Donc, alors, tout à l'heure, j'ai insisté sur... Moi, je crois qu'on parle en même temps. Pardon ? Non, c'est bon, elle coupe son micro. Ok, pardon. Non, juste pour vous dire que sur la rémunération, donc plus que jamais, le manager de transition, il est avant tout son produit. Donc, c'est aussi important, c'est qu'il devient, c'est lui-même qui va vendre sa compétence. Donc, sa compétence, elle est évaluée déjà par c'est ce qu'il a pu développer dans sa carrière. Mais au-delà de ça, par le nombre de missions et la valorisation qu'il peut faire des missions qu'il a réalisées. Donc, les rémunérations des managers de transition, en général, vont crescendo en fur et à mesure du temps, et notamment la première peut-être parfois vendue, excusez-moi l'expression, un peu moins cher, le temps d'acquérir cette compétence de management de transition. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a Marie qui, en dehors d'être dans le cercle Montesquieu, a une expertise aujourd'hui, une expérience
dans le management de transition, qui a vu les deux côtés de la barrière, donc d'être salarié et d'être manager de transition. Et moi, ce qui m'intéresse déjà de vous poser comme question sur ce retour d'expérience, c'est déjà comment vous êtes devenu manager de transition et surtout, voilà, quelle différence voyez-vous entre la posture et le métier en CDI et la posture et le métier en transition? Oui, merci Xavier. Alors, comment, de manière assez simple et comme beaucoup de personnes de mon âge, moi j'ai 48 ans, peut-être un petit peu plus jeune que les autres qui deviennent… Ça baisse, hein, ça baisse beaucoup, hein, en tout cas, sur l'âge moyen baisse très fortement ces dernières années. J'étais directrice juridique dans un groupe du SBF 120 et j'en ai eu marre pour tout un tas de raisons et du fonctionnement aussi du grand groupe. Et je n'ai pas du tout eu envie tout de suite j'avais les deux possibilités, hein, rechercher un poste de direction juridique à peu près dans le même cadre, contexte, autre secteur, enfin classique, ou me lancer plus dans une entreprise, en aventure entrepreneuriale. Alors, ça s'est fait à tâtons, et puis en plus, je me suis retrouvée sur le marché à lancer quelque chose d'entrepreneurial en mars 2020, ce qui est juste parfait. Et in fine, on m'a contacté pour une mission de management de transition liée à mon profil qui était un peu particulier en tant que directrice juridique, puisque je suis plutôt de formation publiciste, enfin en commande publique. Donc, j'y suis arrivée comme ça un peu par hasard, on m'a contacté, j'ai pris. La différence, elle est majeure et moi, personnellement, j'adore parce que il y a comment et pourquoi en fait le management de transition. Et en tant que personne, en tant que manager de transition, je vais y revenir, mais pourquoi on ferait appel à un manager de transition? C'est une réflexion que m'avait faite une personne avec qui j'étais en contact pour une mission qui avait besoin d'aide. En fait, je pense que tous les directeurs juridiques du Cercle Montesquieu et à la commission management, on en parle beaucoup. On est très souvent hyper débordé et on a déjà 50 000 projets à faire et il y a le Maus projet de M&A, le Maus projet RGPD, le Maus projet qui arrive en plus et on se dit mais comment même je vais faire, je suis déjà au taquet, comment je peux faire pour absorber encore plus cette charge de travail? Et la réflexion qui m'avait été faite, c'est mais finalement la DSI, le marketing, tous les services, ils ont leurs consultants quand ils sont sous l'eau. Et nous, les juristes, on n'a pas vraiment en fait, de consultant qui peut nous aider pour externaliser, mais externaliser en interne. Hein, comment on fait pour avoir de l'aide, pour travailler avec nous sur nos dossiers au quotidien? Et le management de transition, pour moi, c'est une réponse parce que qui a deux avantages pour l'entreprise. C'est que en tant que directeur juridique, vous n'êtes pas obligé de négocier un recrutement, même en CDD. On n'est pas dans la case salaire, en gros, charge salariale, on est prestataire. Et c'est beaucoup plus facile à faire passer et regardez vos copains des autres services, eux, ils y arrivent, donc pourquoi pas nous? Quelle est la différence aussi avec un avocat? Après, on n'est peut-être pas tous d'accord là-dessus, mais en attendant, moi, dans ma direction juridique, on était hyper opérationnel, il fallait comprendre le business, il fallait pouvoir faire tout de suite, et ce n'est pas forcément vraiment d'une super expertise juridique dont j'avais besoin et que peut produire sans aucun problème un avocat, c'était quelqu'un qui fait, quelqu'un qui va produire, quelqu'un qui va m'aider au quotidien sur un énorme projet ou au contraire à me dépatouiller, à me mettre en place des process. Donc ça, c'est pourquoi et en quoi en fait le management de transition peut répondre à ce besoin de me faire aider dans mon quotidien avec des gens qui normalement sont des doueurs et font immédiatement et rentrent directement dans l'action. Après, en termes de posture, moi, je n'ai donc du coup qu'une première expérience, mais j'ai très envie de continuer parce que en tant que directrice juridique, je ne me sentais pas forcément toujours déjà écoutée, entendue, et pas forcément toujours non plus tout à fait libre de mes propos. C'est-à-dire, je ne parlais que en tant que directrice juridique, qui était là depuis un certain temps, avec un historique dans l'entreprise. Quand vous arrivez en tant que manager de transition, vous êtes là. Comme l'a dit Xavier, vous n'avez ni passé ni avenir. Et curieusement, vous êtes beaucoup plus écouté et beaucoup plus libre de vos paroles que quelqu'un qui est dans la structure. Et ça aide énormément les gens dans l'organisation dans laquelle je suis.
c'est précieux en fait parce que quelqu'un arrive, en l'occurrence moi c'était une mission plutôt de management relais, mais je l'ai étendue quand même à la mise en place d'un certain nombre de process, au nettoyage d'un certain nombre de choses pour préparer le terrain en fait pour la personne qui va reprendre le poste derrière. Et on peut dire des choses aussi à des managers qui ne font pas forcément des bonnes pratiques, leur dire, attendez, mais quand vous demandez ça dans ce délai-là, alors que vous savez que votre manager, enfin la responsable en l'occurrence, est déjà complètement surchargée en train de faire ça, vous désorganisez son travail, faites attention à l'avenir. On peut faire passer des messages, en tout cas moi c'est la mission que j'ai prise, je me dis j'y vais, mais alors j'y vais franco, je suis généralement de nature assez directe, mais alors là ça m'a vraiment donné cette possibilité de parler, de dire et de faire avec une écoute, j'ai trouvé, de la direction générale accrue par rapport à ce que je pouvais constater quand j'étais salariée à mon poste, même si j'étais reconnue dans ma fonction. Donc 2 choses, c'est une aide pour les directeurs juridiques qui peuvent, pas forcément parce qu'il y a un départ, mais parce qu'il peut y avoir un gros projet ou parce qu'il y a juste une surcharge de travail qu'on n'arrive pas à absorber et qu'on a besoin de prendre un peu de recul et de mettre en place des process, du nettoyage, sur la gestion de contrats, des choses comme ça, où effectivement, j'ai un départ d'une personne clé dans mon équipe, il y a forcément quelqu'un qui peut le prendre au pied levé, quasiment du jour au lendemain, parce que ça démarre très vite, une mission de management de transition, et puis tout de suite traiter le sujet sans devoir passer par 6 mois de recrutement, de négociation, etc. Marie, je vous remercie beaucoup pour la promotion du management de transition. Je suis convaincue. Hein. Voilà. Mais aussi, il y a un autre sujet qui est intéressant parce que peut-être que parmi l'assistance des personnes qui regarderont, il y aura demain des gens qui seront ou qui voudront faire du management de transition. Est-ce que vous pensez, vous, en ayant vu les 2 côtés, déjà, est-ce que tout le monde peut devenir manager de transition ? Et si oui ou sinon, quelles sont les principales qualités qu'il faut avoir pour il ne faut pas considérer, je pense, pour moi c'est un métier à part entière et il faut avoir le goût de se mettre en danger aussi, le goût d'arriver dans quelque chose qu'on ne connaît absolument pas et de devoir être opérationnel tout de suite. Ce n'est pas une voie de garage parce que j'ai 58 ans et qu'il me reste 3 ans à bosser. Ça peut, mais il faut quand même avoir un goût, une énergie. Il faut avoir de l'énergie. Hein. Ça, je crois que tous les managers de transition le partagent parce que les premières semaines sont assez éprouvantes. Hein. Vous devez tout comprendre d'une organisation, tout comprendre des dossiers, tout comprendre des vrais enjeux si vous voulez réussir votre mission. Donc, il faut beaucoup d'énergie. Il faut avoir envie aussi de comprendre et de faire. Ce n'est pas du tout une mission où on va se poser tranquillement à coup de CDD de 6 mois pour aider. C'est assez physiquement éprouvant. Mais de mon point de vue, ce n'était pas un problème du tout parce qu'on n'a pas du tout cette pression morale qu'on peut avoir derrière quand on est en poste en CDI, de se dire il n'y aura jamais de fin, les choses vont jamais s'arranger. Vous êtes là que pour apporter du bonus dans une organisation. Et moi, vraiment, ça me va très bien. Et ça me soulageait, en fait. Pour moi, c'est un vrai soulagement de ne pas être attaché à cette organisation. Je regarde toujours les postes que Charles peut publier en me disant il y a peut-être un super poste de directeur juridique et je serais bête de passer à côté. Mais à ce stade, et encore 1 an après, voire 2 ans après, je n'ai pas envie. Et je trouve que ce fonctionnement-là me convient bien. Il peut ne pas convenir à tout le monde. Quelqu'un qui a besoin de s'installer dans une organisation pour construire, qui a besoin de durer, peut faire ça parce que ça ouvre 25 000 chakras très vite. Mais il faut bien avoir conscience de ce à quoi on s'engage parce que ça peut être aussi assez désastreux. Il y a des missions de management de transition qui ratent, hein, j'en ai entendu. Alors justement, je veux conclure là-dessus parce que c'est un vrai sujet que vous soulevez. Je fais très très vite. On a une mission sur 5 en moyenne dans le marché de management de transition qui se transforme en CDI. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'une mission de transition et un CDI, ça doit être vraiment très dissocié. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs de très grandes réussites de managers de transition qui ont basculé en CDI. Donc, tout ça pour dire que je préconise l'idée que ceux qui s'engagent à faire du management de transition souhaitent le faire vraiment pour faire du management de transition et pas dans l'optique, parce que c'est la meilleure façon de rater sa mission, d'acquérir un CDI dans la société chez laquelle on réalise la prestation. Voilà, donc c'était juste là-dessus que je voulais conclure. Ça permet de conserver justement cette posture de liberté
et ni passé ni à venir, c'est pas très sécurisant individuellement, mais bon, après, je ne suis pas sûre que de toute façon, on soit dans un monde très sécurisant. En général, on vient de le constater. Merci beaucoup, Marie, en tout cas. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, Xavier. Hyper intéressant. Pour tout vous dire, c'est un sujet qui mériterait un webinaire à part. Vous voyez, encore cette semaine, j'étais avec un general counsel d'un groupe du CAC 40. On a parlé 30 minutes. Malheureusement, Xavier n'était pas là. Mais management de transition, parce qu'il se rendait compte qu'effectivement, d'un côté, il avait des exigences très fortes sur des recrutements qu'il voulait pour le long terme, donc vraiment un recrutement de talent, et que ce n'était pas le même sujet que d'intervenir soit en urgence, soit sur des projets ad hoc. Et donc, effectivement, il se posait la question de savoir pourquoi il y avait aussi peu par rapport à la manne que ça peut être pour ces directeurs juridiques de management de transition, pourquoi c'est assez peu développé. Donc, je pense qu'effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Moi, ça m'intéresserait vraiment. Et vous l'avez compris, on est assez promoteur avec Xavier de cette solution très complémentaire. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ces éléments. Je sais qu'il y avait beaucoup en amont de participants qui m'ont posé cette question et sont hyper intéressés par le sujet. Donc, merci à vous deux. Pour respecter à peu près le timing, Grégory ne m'en voulait pas, mais sur la partie mobilité géographique, je pense qu'on va malheureusement passer à côté de ce sujet. Vous l'avez compris, le message, au-delà des rémunérations, vaste débat, mais quand même là, il y a une mobilité géographique étendue. Moi, j'ai recruté récemment à La Rochelle, Marie-Hélène récemment à La Roche-sur-Yon, évidemment à Lille, Strasbourg, Marseille. On a aussi pas mal de clients, Lyon évidemment. Certaines destinations paraissent un peu plus faciles, notamment la côte atlantique, mais voilà, reste que quand même dans l'absolu, il y a quand même une facilité à recruter, une plus grande facilité, plus que facilité. Mais voilà, malheureusement, on ne pourra pas s'étendre trop sur le sujet, et encore une fois, ça pourra faire l'objet d'un autre événement. Je voulais un dernier commentaire sur les valeurs. C'est l'occasion de vous dire à vous, directeurs juridiques, sur les talents middle-up, et Marie-Hélène, on en parlait encore hier, vraiment autrefois, je caricature, hein, mais un job, quand vous parliez à quelqu'un qui était middle-up, il vous posait la question, l'activité de la société, la rémunération, quel est mon titre et quel est le manager. Voilà. Aujourd'hui, la deuxième question, c'est les valeurs. Qu'est-ce que la société fait? Quelle est leur politique RSE? Quid de la mixité au sein des équipes? Voilà. Honnêtement, hein, sauf à avoir un manager qui avait une épouvantable réputation, ou alors, je cite l'exemple du tabac qui était très compliqué, il y avait peu. Voilà. Aujourd'hui, ça va très loin, la due deal, effectivement, sur le purpose en bon français, et sur les valeurs, et sur les pratiques, et sur le quotidien. Donc, j'enfonce une porte ouverte, je le sais, sur la marque employeur, mais plus que sur la marque, sur la réalité. Mais très honnêtement, voilà, c'est hyper important. Un point de détail, d'ailleurs, sur les job desks, merci à vous pour ceux d'entre eux avec qui je travaille. Mais voyez, autrefois, on mettait à peine les atouts du poste, où on parlait à peine de l'ambiance, des valeurs. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quasiment un quart de la fiche de poste. Donc, ça montre bien qu'il faut attirer les talents, mais les attirer aussi sur ces éléments-là devient clé. Je referme la parenthèse, on pourrait en parler 2 heures également. Si ça vous va, je vais répondre aux quelques questions. Alors, elles ont été pour partie répondues. Il n'est plus, Sylvestre, je ne sais pas si vous êtes avec nous encore, je ne crois plus, oui. Sur la question du choix du cabinet de recrutement, très vite, 2 tendances qu'on voit avec Marie-Hélène. Sur les recrutements middle, aujourd'hui, pour être très, très direct, clairement, s'ils font appel à nous, avec tous les outils qu'on a entre LinkedIn, certains qui ont des bonnes marques employeurs, etc., s'ils font appel à nous, c'est avant tout parce qu'on fait de la chasse, même pour des profils juniors et middle. Voilà. Donc, en gros, oui, le choix change un peu aujourd'hui. Les valeurs, on en a parlé, la confidentialité, mais surtout, et là, je parle pour Marie-Hélène qui est très modeste et son équipe, c'est qu'ils font le même métier que nous sur l'exécutif.
C'est-à-dire que même à partir de 3-5 ans d'expérience, je parlais notamment dans la tech ou dans data privacy ou autre, il faut aller les chercher. Et donc, si vous êtes une usine à produire de l'annonce et de la base de données, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est un chasseur de tête sur le middle. Et c'est comme ça que nous, très honnêtement, on tire notre épingle du jeu au-delà du reste, au-delà du fait de bien connaître le métier et d'en venir, pour Marilyn, qui a fait plus de 8 ans en cabinet d'avocat. Bon. Et sur la partie exécutive, j'aurais une autre réponse. C'est que si je caricature encore le propos, les grands groupes ou les groupes de taille plus modeste avaient le choix, si je caricature, entre, au-delà des cabinets très middle, soit les très grands cabinets de chasse historiques qu'on connaît, avec des enjeux quand même un petit peu compliqués sur 2 sujets. Donc, l'excellence est là, et c'est des gens que je connais, avec qui j'ai plaisir à collaborer sur plein de sujets. Mais la réactivité, parce que même sur les top niveaux aujourd'hui, on a besoin de rapide. Et c'est vrai qu'il y a une culture quand même, et de la shortlist. Alors, donc nous, on travaille au fil de l'eau. Et effectivement, voilà, encore une fois, alors, parce que c'est la pratique, parce qu'aussi pour l'image de marque peut-être, il faut attendre 7 ou 8 semaines avant d'envoyer le livrable. Nous, c'est plus ce qu'on nous demande. Donc ça, c'est un gros argument pour devoir, même sur les fonctions de directeur juridique, aller vite et bien. Voilà, il présuppose que le travail est fait en amont, même si on a des critères spécifiques, d'avoir déjà notre pool des meilleurs talents dans différents domaines. Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, on ne va pas se mentir, c'est le tarif. Aujourd'hui, même sur des fonctions clés de direction juridique, l'idée, c'est que moi, j'ai des clients qui ne peuvent pas travailler avec 50 ou 100 000 de fixe fee, de forfait, avec des conditions d'annulation, etc., compliquées, etc. Donc, on veut de la grande qualité, mais il y a un équilibre à trouver. Voilà. Donc, nous, effectivement, l'idée, ce n'est pas de brater notre prestation. On ne travaille pas au succès. On travaille dans une logique d'exclusivité, parfois temporaire si nécessaire, mais avec effectivement une vraie collaboration. Mais aussi, on essaye d'être raisonnable s'agissant des conditions, d'autant que, on l'a parlé, les temps peuvent être très mouvants. Donc, ça peut arriver qu'une recherche change, ça peut arriver que la fiche de poste change. Bon, eh ben, écoutez, on essaye d'être flexible aussi là-dessus et de pas de renvoyer une deuxième facture aussitôt. Voilà. Mais encore une fois, je vous parle de ça, mais ce qui est le plus important, c'est le fit culturel. Et ça, c'est le 3e élément pour répondre à Sylvestre. C'est que de plus en plus, on se rend compte physiquement, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est très bien un brief quand on se connaît, il n'y a pas de problème, mais pour une première rencontre, c'est hyper important de connaître les locaux, l'environnement, d'avoir un fit culturel. Et c'est pour ça que j'allais dire, il y en a un peu pour tous les goûts. Je vous disais, nous, on est très proche du milieu de la tech, de la santé, du luxe, parce qu'effectivement, on a un track record, on a une expérience et on s'y sent bien tous les 3. Voilà. Après, effectivement, il y a des environnements où ça fit plus avec d'autres. Donc, ça fait partie des choses très naturelles. Un dernier point, parce que je pourrais être très bavard déjà que je le suis, c'est aussi le fait qu'on travaille avec le talent management. Vous l'avez compris, autrefois, c'était à peu près 1 sur 2, 1 sur 3, où les shortlists étaient assessés par une équipe de psy avec des outils spécifiques parfois. Encore une fois, c'est un outil, ce n'est pas une décision ultime qui est décidée par un ordinateur ou un test de personnalité. Mais de plus en plus, et je suis le premier promoteur, alors qu'autrefois, je n'étais pas aussi convaincu, moi, j'essaye de trouver une solution pour que dans nos horaires, ça soit en partie inclus ou parfois en plus, mais qu'il y a aussi cet œil du talent consulting. Voilà. Et un tout dernier point sur le choix du cabinet. Aujourd'hui, effectivement, même si, comme les cabinets d'avocats que vous choisissez, directeur juridique, parfois on fait du cherry picking selon la spécialité, le niveau d'intervention, la géographie. Quand même, il y a une tendance à se dire, voilà, j'aime bien avoir une personne de relation en qui j'ai confiance, qui va me recommander les meilleurs consultants sur les différentes géographies, les différents niveaux de poste et les différents niveaux d'intervention, que ce soit sur du permanent ou de la transition. Donc, effectivement, c'est là où aussi, très honnêtement, on axe aussi notre développement, c'est de se dire que voilà, on reste une boutique à taille humaine, on se fait confiance, effectivement, mais en revanche, quand on ne sait pas faire, on le dit, mais c'est notre atout par rapport à
petites belles boutiques, mais qui sont limitées en termes de continuité de service, en termes de capacité à prendre de la charge, puisque si vous êtes 2-3 chasseurs avec 2-3 collaborateurs, c'était quand même compliqué. Et surtout, sur la partie développement, puisque moi, j'ai des clients de grands groupes qui se développent en Asie, aux États-Unis, en Afrique. On a un département Afrique-Moyen-Orient qui connaît chaque pays d'Afrique, par exemple. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même un atout de garder effectivement à la fois une relation privilégiée et en même temps d'avoir des gens hyper spécialisés et sur le juridique et sur les géographies. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues? On a beaucoup de questions, notamment aussi sur le management de transition, mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un… Oui. Je crois que Marie a répondu déjà en grande partie quand même. J'ai répondu de mon point de vue, mais c'est vrai qu'il y a… Forcément, on est juriste, donc on se pose des questions sur la légalité du dispositif. Je me la suis posée. Je l'ai posée à Xavier aussi. Est-ce que vraiment… je me la pose aussi. Hein. On se la pose. Il y a une forme de tolérance, je pense, et puis une acceptation progressive du… Non, mais de façon très transparente, en fait, c'est un sujet pour l'instant sur lequel je suis aujourd'hui, parce que je suis d'accord qu'aujourd'hui, ce n'est pas illégal, mais c'est au bord c'est pas encore bordé juridiquement. Du coup, j'en discutais encore récemment avec nos cabinets d'avocats sur ne serait-ce même que notre activité au sens large. Et ce qu'elles me disaient, parce qu'elles étaient ultra spécialisées sur ces métiers-là, c'est que pour l'instant, c'est le code du travail qui peut aller assez vite par rapport à la pratique du marché. Mais visiblement, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui sont dans les cartons et où la loi s'adaptera au marché tel qu'il est aujourd'hui. Mais après, il n'y a pas de forme pour l'instant qui soit illégale, que ce soit un peu border juridique dans certains cas, je suis d'accord, notamment, comme le disait Marie, sur des fonctions juridiques techniques. Merci, je vais être obligé de clôturer puisque on a commencé un petit peu en retard, donc grosso modo, la durée est respectée. Merci beaucoup, vous avez des agendas très, très serrés, on en a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup aux intervenants, merci beaucoup au Cercle aussi de nous avoir fait participer. Je précise qu'on fera peut-être un petit mail de suivi avec le Cercle, notamment pour ceux qui n'auraient pas vu notre étude de rémunération, si ça peut vous intéresser. Et je précise qu'au-delà des mandats de recrutement, si vous avez des questions, si on peut vous aider également sur des sujets, n'hésitez vraiment pas, on vous donnera nos coordonnées. Mais voilà, on est là pour ça. Encore une fois, la logique, c'est aussi de s'entraider et de parler du marché. Donc voilà. Et si vous souhaitez aussi chercher des missions et des postes, n'hésitez pas aussi. Et également, oui, côté candidat, évidemment, si on peut vous aider aussi de ce point de vue-là, avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci, Charles. Merci, Morgane. Au revoir. Au revoir. Au revoir.